J'avais décidé de passer la veille de Noël seul cette année. Mes parents et mon frère avaient choisi de partir en voyage, mais pour une raison que je ne pouvais expliquer, je m'étais senti incapable de les accompagner. Peut-être était-ce l'idée d'un Noël traditionnel, ou simplement le besoin de solitude. Quoi qu'il en soit, me voilà, dans cette maison isolée en pleine campagne, entourée de neige et d'un silence presque oppressant. J'avais toujours aimé Noël. Les lumières scintillantes, l'odeur des sapins, les chants qui réchauffent l'atmosphère. Alors, pour combler le vide, je m'étais lancé dans la décoration de mon propre sapin, un vieux pin que j'avais coupé dans les bois voisins. Je chantonnais doucement un air de Noël en accrochant soigneusement chaque boule et guirlande. Mais même avec les lumières féeriques et la chaleur de la cheminée, un étrange malaise semblait peser dans l'air. Les fenêtres donnaient sur une étendue blanche infinie. Pas une âme en vue, pas même le moindre animal. C'était beau, certes, mais il y avait quelque chose d'inquiétant dans cette tranquillité absolue. J'essayais de chasser ce sentiment en augmentant le volume de la musique, mais cela ne faisait qu'accentuer mon isolement. Alors que je plaçais l'étoile au sommet du sapin, j'ai réalisé combien la maison semblait grande, trop grande pour moi seul. Chaque craquement du bois sous l'effet du froid résonnait comme une présence fantomatique. Je me suis rassise près de la cheminée, une tasse de chocolat chaud entre les mains, en regardant les flammes danser. Je voulais croire que cette soirée serait comme les autres. Paisible, ordinaire. Mais une part de moi savait déjà que quelque chose allait mal tourner. Je ne pouvais pas encore l'expliquer, mais au fond de moi, je sentais que ce Noël ne ressemblerait à aucun autre. Je venais de poser ma tasse sur la table basse quand j'ai entendu 3 coups secs à la porte. Mon cœur s'est immédiatement serré. Qui pourrait bien venir ici, en pleine nuit, surtout un soir de Noël? La maison était loin de tout, entourée de forêts et de champs enneigés. Aucun voisin à des kilomètres. Je me suis levée, hésitante, et j'ai regardé par la petite fenêtre près de la porte. Rien. Seulement la neige tombant doucement, recouvrant le porche d'un tapis immaculé. J'ai attendu un instant, pensant avoir imaginé le bruit. Peut-être le vent? Mais non, ça ne ressemblait pas à un simple craquement de bois ou au son du vent glacial. C'était bien des coups. Prenant une grande inspiration, j'ai déverrouillé la porte et l'ai ouverte doucement. Le froid mordant s'est engouffré dans la maison, me faisant frissonner. Devant moi, il n'y avait personne. Juste un petit paquet posé sur le sol, parfaitement centré devant la porte. Le paquet était étrange. Du papier craft jauni, attaché avec une ficelle grossière, comme un vieux cadeau mal emballé. Un simple billet y était fixé, plié en deux. Intrigué, je l'ai ramassé et ouvert le papier. Le message, écrit à la main avec une encre noire et irrégulière, disait « N'ouvrez pas avant minuit ». Je suis resté figé, scrutant les environs comme si j'allais apercevoir quelqu'un se cacher dans l'ombre. Mais il n'y avait rien. Pas de traces de pas dans la neige fraîche, pas de bruit, pas même un souffle de vent. C'était comme si le paquet avait simplement apparu là. En rentrant, j'ai refermé la porte et verrouillé derrière moi, la gorge serrée. Je me suis assise devant la cheminée, le paquet sur mes genoux, le cœur battant à tout rompre. Pourquoi attendre minuit? Qu'y avait-il à l'intérieur? La curiosité a commencé à me ronger presque immédiatement. Je savais que je devais attendre, que quelque chose dans ce message était un avertissement. Mais l'envie de savoir prenait le dessus. Je pouvais sentir mes mains trembler légèrement, tiraillées entre la peur et l'excitation. Finalement, incapable de résister plus longtemps, j'ai défait la ficelle et arraché le papier. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en bois, finement sculptée, mais elle dégageait une étrange odeur de moisi. Mon instinct me criait de m'arrêter, mais ma curiosité m'a poussé à ouvrir le couvercle. Et à cet instant précis, tout dans la maison a changé. Lorsque j'ai soulevé le couvercle de la petite boîte en bois, une odeur âcre et déplaisante s'est échappée, comme celle d'un objet abandonné dans une cave humide depuis des années. À l'intérieur, il y avait 2 objets, un petit miroir ovale, son verre fissuré en plusieurs endroits, et une minuscule poupée de porcelaine. La poupée était inquiétante. Ses traits étaient méticuleusement détaillés, mais d'une manière qui semblait exagérée, presque grotesque. Ses yeux en verre paraissaient me fixer avec une intensité dérangeante, et ses lèvres, peintes d'un rouge vif, formaient un sourire figé, presque moqueur. Elle portait une robe sombre, usée, avec des traces de ce qui semblait être de la suie ou du sang séché. Je n'ai pas osé la toucher immédiatement. Mon regard s'est tourné vers le miroir. La fissure en son centre semblait former une sorte de toile d'araignée, et le cadre en métal était orné de motifs que je ne reconnaissais pas, mais qui dégageaient une aura inquiétante. Mon reflet dans le verre était étrange. Ce n'était pas seulement la déformation causée par les fissures, il y avait quelque chose d'autre. Un détail qui m'échappait, mais qui me glaçait le sang. En fixant le miroir, une sensation oppressante a commencé à s'installer dans la pièce.
Le feu dans la cheminée a brusquement vacillé, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Et c'est alors que j'ai entendu le premier murmure. C'était un son presque imperceptible, comme un souffle, une voix lointaine chuchotant juste à la limite de l'audible. Je me suis figé, le miroir toujours entre mes mains, et j'ai tendu l'oreille. Le murmure s'est intensifié, mais je ne pouvais pas distinguer les mots. Puis, un détail m'a frappé. Le murmure ne semblait pas venir de la pièce, mais du miroir lui-même. J'ai posé la boîte et me suis levé précipitamment, le cœur battant à tout rompre. La poupée, restée dans la boîte, semblait avoir bougé légèrement. Non, c'était impossible. Peut-être avais-je mal regardé. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de sentir son regard peser sur moi, comme si elle observait chacun de mes gestes. J'ai tenté de rationaliser. Ce n'était qu'un cadeau étrange, une farce peut-être. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas une blague. Quelque chose dans ces objets était profondément mauvais. J'ai posé le miroir et la poupée sur la table, décidé à les ignorer. Mais les murmures n'ont pas cessé. Ils semblaient désormais se propager dans toute la maison, accompagnés par un léger bruit de pas, comme si quelqu'un se déplaçait lentement derrière moi. Quand je me suis retourné, la pièce était vide. Pourtant, je savais que je n'étais plus seul. J'essayais de me convaincre que tout ceci n'était qu'un produit de mon imagination, mais quelque chose clochait profondément. Les murmures ne disparaissaient pas, au contraire, ils devenaient de plus en plus clairs, comme s'ils se rapprochaient. À présent, j'entendais des mots indistincts, mêlés à des rires enfantins, faibles mais sinistres. Puis, ça a commencé. Les lumières du salon ont vacillé avant de s'éteindre complètement, me laissant seul dans la pénombre, éclairé uniquement par les flammes faiblissantes de la cheminée. Mon souffle s'est accéléré, et mon instinct me criait de fuir. Mais mes jambes, clouées par une peur viscérale, refusaient de bouger. Un bruit sourd a retenti, venant du couloir. Comme un objet lourd qui tombe. Tremblante, j'ai pris mon téléphone pour utiliser sa lampe, mais l'écran ne s'allumait pas. Tout semblait soudain hors de mon contrôle. Je me suis levé à contre-cœur, et à pas hésitant, je suis allé vérifier. Rien. Le couloir était désert, mais l'air était glacial, comme si une fenêtre avait été ouverte. Pourtant, toutes les portes et fenêtres étaient verrouillées. Quand je suis revenu au salon, mon cœur a manqué un battement. La poupée, que j'avais laissée sur la table, n'était plus là. J'ai balayé la pièce du regard, cherchant désespérément une explication. C'est alors que je l'ai vue. Elle était assise, immobile, sur la chaise près de la cheminée, tournée dans ma direction. Ses yeux, ses maudits yeux en verre, semblaient briller légèrement dans la lumière vacillante du feu. « Qui fait ça? Montrez-vous » ai-je crié, ma voix brisant le silence oppressant. Mais seul ma propre écho m'a répondu. Le miroir, quant à lui, semblait attirer mon regard malgré moi. Une force invisible me poussait à m'en approcher. Quand je l'ai regardé, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Ce n'était pas mon reflet. Une silhouette sombre, indistincte, se tenait derrière moi, si proche que j'aurais dû la sentir. Mais en me retournant, il n'y avait rien. Le rire enfantin a repris, plus fort cette fois, comme s'il provenait de plusieurs voix, résonnant dans toute la maison. Et les pas, ces pas, ils semblaient maintenant venir de toutes les directions, encerclant la pièce. Je me suis précipité vers la porte d'entrée, décidé à quitter cette maison maudite. Mais en tentant de déverrouiller la serrure, ma main s'est figée. Derrière moi, une voix distincte, douce et terrifiante à la fois, a murmuré. « Tu ne peux pas partir. Pas encore. » Quand je me suis retourné, la poupée était de nouveau sur la table, exactement là où je l'avais trouvée. Et à cet instant, j'ai compris que j'étais piégé. Je ne savais plus quoi faire. Le rire, les murmures, les pas, tout s'intensifiait, se mêlant dans une cacophonie terrifiante. Chaque coin de la maison semblait murmurer une menace invisible. J'ai reculé, mes yeux rivés sur la poupée qui semblait presque respirer, comme si elle était vivante. « Laisse-moi partir » ai-je crié, ma voix brisée par la panique. Mais il n'y avait aucune réponse, juste ce rire insidieux qui me glaçait le sang. Soudain, les lumières se sont rallumées d'un coup, inondant la pièce d'une lumière crue et aveuglante. La cheminée s'est éteinte instantanément, et un silence oppressant s'est abattu sur la maison. Je pensais que tout était terminé. Peut-être que j'avais imaginé tout cela. Peut-être que... Un coup violent à la porte m'a arraché à mes pensées. 3 coups, secs et métalliques, exactement comme la première fois. Tremblante, je me suis approché de la porte. Mais cette fois, je n'ai pas eu besoin de l'ouvrir. Elle s'est ouverte toute seule, lentement, grinçant sous une force invisible. Dehors, il n'y avait plus de neige. À la place, un épais brouillard noir enveloppait tout. J'ai fait un pas en arrière,
le souffle court, mais quelque chose m'a retenu. Non, quelqu'un. Une main froide et osseuse a saisi mon poignet. J'ai tourné la tête, et ce que j'ai vu restera gravé dans ma mémoire. C'était moi. Enfin, une version de moi, mais différente. Mon double avait des yeux vides, noirs comme du charbon, et un sourire figé, identique à celui de la poupée. Elle m'a tiré violemment vers le miroir, et avant que je puisse réagir, j'ai été projeté contre la surface froide et fissurée. Le verre a semblé m'engloutir, m'aspirer dans un néant glacé. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais toujours dans la maison. Mais quelque chose était différent. Les couleurs étaient ternes, délavées, comme si j'observais le monde à travers un filtre grisâtre. J'ai regardé autour de moi, et là, je me suis vu. Moi, ou plutôt mon corps, assis sur le canapé, immobile, la poupée sur mes genoux. J'ai compris avec horreur que j'étais désormais de l'autre côté du miroir. Prisonnière. J'ai hurlé, frappé contre la surface, mais mon double ne m'a pas regardé. Elle s'est levée, a pris le cadeau, et s'est dirigée vers la porte. Avant qu'elle ne sorte, elle s'est tournée une dernière fois vers moi et a murmuré. Ton tour est terminé. Le mien commence. La dernière chose que j'ai vue, c'est son sourire malveillant, puis les ténèbres m'ont englouti. Depuis, je suis là, coincé, à attendre. Et chaque fois que l'horloge sonne minuit, les 3 coups retentissent à nouveau. Mais cette fois, c'est moi qui attends de l'autre côté. Je m'appelle Pedro, et cette année, Noël m'a trouvé dans une situation désespérée. Sans emploi depuis des mois, mes économies fondaient comme neige au soleil, et les factures s'accumulaient sur la table de ma petite cuisine. Chaque matin, je me réveillais avec un poids sur la poitrine, hanté par l'idée de ne pas pouvoir payer le loyer ou mettre quelque chose dans mon assiette. Alors, quand j'ai vu cette annonce sur Internet, recherche Père Noël pour centre commercial, poste temporaire, rémunération hebdomadaire, je n'ai pas hésité une seconde. Je ne suis pas exactement un amateur de Noël. Trop de souvenirs amers me reviennent à chaque fois que les guirlandes s'allument et que les vitrines s'ornent de rouge et de doré. Mais, à ce moment-là, il ne s'agissait pas de fêter quoi que ce soit. Il s'agissait de survivre. L'entretien a été rapide. Il voulait quelqu'un de robuste, capable de rester assis pendant des heures, sourire aux enfants et poser pour des photos. Ma carrure correspondait, et mon enthousiasme simulé a suffi. Une semaine plus tard, j'étais là, vêtu d'un costume de velours rouge qui grattait et d'une barbe blanche synthétique qui me démangeait horriblement. Le centre commercial était un chaos organisé. Les gens se bousculaient, les haut-parleurs diffusaient des chants de Noël à plein volume, et les enfants hurlaient, pleins de joie ou de frustration, tandis que leurs parents tentaient de capturer une photo parfaite. Moi, j'étais au cœur de cette agitation, assis sur mon trône doré, enchaînant les dos hauts et les sourires forcés. Mais quelque chose dans cette ambiance me mettait mal à l'aise. Je ne savais pas si c'était l'épuisement, la chaleur étouffante sous le costume ou simplement le poids de ma propre misère. Je sentais une étrange tension dans l'air, comme si quelque chose de sombre se cachait derrière ces décorations étincelantes. Chaque soir, en rentrant chez moi, je me promettais que ce serait la dernière fois que je porterais ce fichu costume. Mais chaque matin, je retournais au centre commercial, poussé par la nécessité. Noël approchait à grands pas, et je comptais les jours, impatient de mettre un terme à ce job absurde. Je pensais que c'était juste un travail, une étape temporaire avant de retrouver un semblant de normalité. Mais je me trompais. Noël ne serait plus jamais le même pour moi, et j'étais loin d'imaginer à quel point ma vie allait changer. Ce soir-là, la veille de Noël, le centre commercial débordait de monde. Les parents faisaient la queue avec leurs enfants, chacun attendant son tour pour s'asseoir sur mes genoux, me sourire ou me tirer la barbe. Je faisais de mon mieux pour rester patient, mais l'épuisement pesait lourd. Je n'avais qu'une hâte, voir cette fichue file disparaître et enfin rentrer chez moi. C'est à ce moment-là que je l'ai remarqué. Un garçon, peut-être 6 ou 7 ans, se tenait à l'écart, presque caché derrière un pilier près de la fontaine centrale. Il ne faisait pas la queue comme les autres enfants. Il se contentait de me regarder fixement, sans bouger, comme une statue. Son regard était étrange, intense. Ses grands yeux noirs semblaient me traverser, comme s'il voyait quelque chose en moi que je ne percevais pas moi-même. Au début, j'ai pensé que c'était juste un enfant timide. Ça arrivait souvent. Certains restaient à distance, impressionnés par le costume ou intimidés par la foule. Alors, entre 2 enfants sur mes genoux, j'ai levé la main pour lui faire signe de venir. Il n'a pas bougé. Pas un muscle. Je me suis dit qu'il devait attendre ses parents, mais il était seul. Aucun adulte à proximité. Peut-être qu'il faisait des courses et l'avait laissé là, pensais-je. Pourtant, il y avait quelque chose qui clochait. La manière dont il restait immobile, comme s'il était figé dans le temps.
La file avançait, les visages se succédaient, mais je n'arrivais pas à détourner mes pensées de ce garçon. Chaque fois que je jetais un coup d'œil, il était toujours là, à la même place, son regard fixé sur moi. Une drôle de sensation montait en moi, un mélange d'inquiétude et de malaise. Puis, au bout d'un moment, il a disparu. Juste comme ça. J'ai balayé la zone du regard, cherchant un signe de lui. Peut-être qu'il s'était décidé à partir ou qu'un parent l'avait finalement récupéré. Mais cette disparition soudaine m'a laissé un goût amer. La nuit avançait, et j'ai essayé de me concentrer sur mon travail. Pourtant, une partie de moi restait tendue, comme si ce garçon étrange avait laissé une ombre sur ma soirée. À chaque sourire forcé et à chaque joyeux Noël, je sentais cette présence fantomatique, ce regard noir planté dans mon esprit. Quand la dernière famille est partie, j'ai poussé un soupir de soulagement et me suis levé de mon fauteuil doré. Le centre commercial était presque vide à présent, et j'espérais que ce garçon n'était qu'un incident isolé. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose ne tournait pas rond. Le centre commercial était maintenant désert, la plupart des lumières tamisées, et seuls les derniers employés s'activaient pour fermer les boutiques. Je rangeais le costume de Père Noël dans le vestiaire quand je l'ai revu. Il était là, dans le parking, juste à côté de ma voiture. Étienne. Il ne bougeait toujours pas. La même posture rigide, ses yeux noirs fixés sur moi, sans cligner une seule fois. Cette fois, il était seul, sans parents, sans aucune excuse plausible pour justifier sa présence ici. Il semblait m'attendre. Mon cœur s'est serré. Un frisson glacé a parcouru mon dos. Comment était-il arrivé jusque-là sans que je ne le voie passer? Le parking était vide à cette heure, et il n'y avait personne d'autre. C'était comme s'il avait toujours été là, tapis dans l'ombre, observant chaque mouvement que je faisais. J'ai hésité un instant. Peut-être qu'il était perdu, ou qu'il avait simplement voulu revoir son Père Noël. Mais il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose qui me faisait douter de cette explication. Je n'étais pas à l'aise. Je me suis approché de lui, essayant de paraître amical. « Hé, petit, tu es perdu? Tes parents sont où ?» Il ne répondait toujours pas. Il se contentait de me fixer, comme une marionnette sans vie. Puis, sans crier gare, il a levé la main, pointant lentement vers le coffre de ma voiture. Un geste froid et mécanique. Un frisson plus intense m'a envahi. Pourquoi me montrait-il le coffre de ma voiture? Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Mon esprit s'emballait, mais mes jambes se sont retrouvées prises dans une étrange paralysie. J'ai voulu reculer, partir rapidement, mais quelque chose m'en empêchait. Je ne pouvais pas le laisser là, seul, dans la nuit, sans raison apparente. Alors, je me suis forcé à avancer, un pas après l'autre, jusqu'à atteindre le coffre. Je l'ai ouvert lentement, mes mains tremblant légèrement. L'obscurité m'a frappé immédiatement, mais en fouillant à l'intérieur, mes doigts ont effleuré un sac lourd, comme s'il contenait quelque chose de solide, de morbide. Je n'avais aucune idée de ce que c'était, mais une odeur putride s'est emparée de mes narines. Un mélange de décomposition et de terre humide. Le cœur battant, j'ai sorti le sac, l'ouvrant d'un coup. À l'intérieur, il y avait des objets que je n'aurais jamais imaginé y trouver. Des photos, des vieilles photographies en noir et blanc, avec des visages familiers. Des hommes en costume de Père Noël. Mais il y en avait une qui m'a glacé le sang. Une photo de moi, vêtu du même costume de Père Noël, mais prise d'un angle que je n'arrivais pas à reconnaître, comme si quelqu'un m'observait sans que je ne le sache. J'ai regardé Étienne, mais il n'était plus là. Seul le silence pesant du parking m'entourait. La peur m'envahit soudainement. Pourquoi cette photo? Pourquoi ce sac? Et pourquoi ce garçon, Étienne, semblait-il savoir des choses que je n'avais pas encore comprises? L'angoisse m'étreignait alors que je me tenais là, dans le parking sombre, le sac lourd dans les mains. J'avais l'impression que quelque chose de sinistre se déroulait autour de moi, mais je n'étais pas prêt à en saisir toute l'ampleur. Mon regard se fixait sur les photos anciennes qui jonchaient le fond du sac, mais il y en avait une qui me faisait particulièrement froid dans le dos. C'était la photo de moi. Cette image de moi, assis sur le trône du Père Noël, exactement comme j'étais ce soir-là, mais le regard que j'y portais était vide, comme si j'étais déjà mort à l'intérieur. Le même costume, la même barbe, mais un vide terrible dans mes yeux, un regard figé qui ne correspondait en rien à l'expression que j'avais eue ce soir-là. Je voulais tout jeter, fuir, m'échapper de cet endroit, mais quelque chose m'en empêchait. Une force invisible me maintenait là, comme si je n'avais pas le choix, comme si j'étais déjà pris dans un piège dont je ne comprenais pas les ficelles. C'est alors que j'ai entendu une voix, faible, mais claire, sortir de l'ombre. « Tu ne peux pas fuir, Pedro. » Je me suis retourné brutalement, mais personne. Le parking était toujours aussi désert. J'avais l'impression de devenir fou, mais la voix n'avait pas disparu. Elle flottait dans l'air,
comme une brise glacée, venant de partout à la fois. Tu es déjà un des nôtres? La voix appartenait à Étienne, je le savais. Mais comment? Il n'était plus là, il n'avait même pas bougé, mais son ombre semblait s'étendre, grandir, envelopper le parking tout entier. Une pression invisible s'abattait sur ma poitrine, me rendant presque incapable de respirer. Je n'arrivais plus à réfléchir clairement. Mes yeux se remplissaient de larmes, ma gorge se serrait. Qui étaient ces gens sur les photos? Pourquoi mon visage était-il là, parmi eux? Pourquoi cette sensation de déjà-vu, comme si tout cela m'était destiné depuis le début? Étienne est apparu alors, là, devant moi, comme s'il avait toujours été là, et, cette fois, il n'avait plus l'apparence d'un simple enfant. Ses traits étaient tirés, sa peau d'un gris maladif, ses yeux encore plus noirs, comme deux abîmes sans fond. Il s'avança vers moi, ses pas silencieux. « Ce que tu vois là, dit-il d'une voix rauque, ce sont les ancêtres. Les Pères Noël qui t'ont précédé. Tous choisis, comme toi. Nous avons besoin de toi pour continuer notre œuvre. » Un frisson glacé me parcourut. Mon esprit n'arrivait pas à tout comprendre. Notre œuvre? Quelle heure? Je balbutiai, la peur m'envahissant. Étienne sourit. Ce sourire était presque humain, mais il n'avait rien de rassurant. Les sacrifices, Pedro. Chaque année, un nouveau Père Noël est choisi pour accomplir le rituel. Les enfants viennent chercher des cadeaux, mais c'est toi qui leur en fais. Le cadeau ultime. La terreur m'envahit, mes jambes tremblèrent sous mon poids. Je voulais courir, m'échapper, mais mes pieds restaient cloués au sol, comme si la terre elle-même m'entravait. « Tu ne peux plus t'échapper, Pedro, répéta Étienne. Tu as été choisi, et c'est là que j'ai compris. Ce garçon, ce n'était pas un enfant. Ce n'était pas un simple spectateur. Il était la manifestation de quelque chose de bien plus ancien, de bien plus sombre. Un être, une entité, choisissant des Pères Noël, les capturant, les sacrifiant dans un rituel macabre. Je n'étais pas un Père Noël ordinaire. Je faisais partie d'une lignée macabre, forcée de perpétuer une tradition tordue, une tradition qui exigeait des sacrifices humains, des âmes perdues qui nourrissaient une entité maléfique. Le sac de cadeaux, les photos, Étienne, tout cela avait un sens terrible. J'avais été choisi pour remplir ce rôle, pour devenir l'instrument de cette horreur. La vérité m'écrasait. Il n'y avait pas d'échappatoire. Je me sentais pris au piège, comme un animal acculé. La terreur m'étouffait, mes mains tremblaient si fort que j'avais du mal à respirer correctement. Étienne, ou ce qu'il était devenu, se tenait là devant moi, m'observant toujours avec ce regard perçant, comme s'il attendait que je comprenne enfin. Je voulais crier, courir, m'échapper, mais mes jambes ne répondaient plus. C'était comme si la peur me paralysait complètement, me clouant sur place. Étienne s'avança, ses pas devenant plus lourds, comme un écho lointain qui se rapprochait inexorablement. « Tout est déjà décidé, Pedro, dit-il d'une voix glacée. Ton rôle est écrit depuis le moment où tu as accepté ce travail. Et maintenant, il est trop tard pour revenir en arrière. Le rituel doit être accompli. Les autres Pères Noël n'ont pas survécu à la tradition, mais toi, tu es celui qui va achever ce qu'ils ont commencé. Je voulais m'opposer, crier que ce n'était pas moi, que je n'avais rien à voir avec cette horreur, mais rien ne sortait de ma bouche. Une force invisible m'enserrait la gorge, m'empêchant de parler. Étienne leva la main, et un vent glacial souffla dans le parking, comme si les ténèbres elles-mêmes répondaient à son appel. Il tendit son bras vers moi, et je fus obligé de le suivre, mes pieds glissant sur le sol comme s'il me traînait dans son sillage. « Tu vois, Pedro, dit-il en se rapprochant, le Père Noël, ce n'est pas juste une légende. C'est une prison, et tu y es maintenant enfermé, comme ceux avant toi. Regarde. » Il pointa du doigt le sac macabre qui était toujours dans mes mains. J'ouvris à peine les yeux, mais il me semblait voir des formes indistinctes à l'intérieur, des ombres mouvantes qui semblaient se tordre et se déformer, comme si elles étaient prêtes à s'échapper. Puis, je vis ce qu'il voulait me montrer, des visages déformés, des sourires figés dans une souffrance infinie, des yeux perdus dans une terreur sans fin. Ces visages étaient ceux des Pères Noël précédents. Des hommes condamnés à revêtir le costume, à accomplir le rituel, à mourir dans l'obscurité, piégés à jamais dans ce cycle macabre. Une larme roula sur ma joue, mais je ne pouvais rien faire. Rien. Il n'y avait pas de retour possible. Étienne s'approcha encore plus près, sa bouche s'ouvrant dans un rictus étrange, et d'une voix presque amicale, il murmura « Bienvenue dans la famille, Pedro ». D'un coup, tout autour de moi devint flou, et une douleur vive, intense, me transperça. Je tombai à genoux, mes mains crispées sur le sac, comme s'il me brûlait. Une chaleur insupportable se propagea en moi,
et je compris que j'étais en train de me transformer, de devenir quelque chose d'autre. La lumière du parking disparut, engloutie par une obscurité profonde, et je perdis connaissance. Quand je me réveillai, je n'étais plus moi-même. Je me trouvais toujours dans le parking, mais quelque chose avait changé. Mon regard, mes gestes, ma voix. Je n'étais plus Pedro. J'étais l'un des leurs. Un autre Père Noël. Un autre sacrifice. Je me levai lentement, mes yeux vides, mon esprit éteint, comme si mon âme avait été engloutie par les ténèbres. Et dans mes mains, je tenais le sac macabre, prêt à l'offrir à ceux qui viendraient encore, à attendre la prochaine victime. La tradition continuait. Le rituel ne cessait jamais. Et moi, j'étais devenu une partie intégrante de cette lignée. Un Père Noël choisi, condamné à perpétuer l'horreur pour l'éternité. Je m'appelle Renata, et comme chaque année, je m'apprêtais à passer Noël seul. Ce n'était pas quelque chose qui me dérangeait vraiment. Depuis que j'avais quitté ma petite ville pour m'installer dans cet appartement au 12e étage d'un immeuble impersonnel en plein centre-ville, la solitude était devenue une sorte de compagne silencieuse. À vrai dire, j'avais appris à l'apprécier. Pas de famille envahissante, pas de repas interminables à sourire à des blagues que je ne trouvais pas drôles. Juste moi, ma petite table de fête, et mes pensées. Ce soir-là, l'appartement baignait dans une lumière douce, tamisée par les guirlandes électriques accrochées à mes fenêtres. J'avais préparé un repas simple, un verre de vin rouge, une assiette de fromage et une part de tarte aux pommes. Dehors, la ville semblait étrangement calme, comme si le temps s'était suspendu pour laisser place à l'esprit de Noël. Je m'étais installé près de la fenêtre, observant les lumières scintillantes des immeubles environnants. De là-haut, on avait une vue magnifique sur la ville. Les lampadaires formaient des traînées dorées sur les rues désertes, et les décorations de Noël brillaient comme autant de petites étoiles. C'était paisible, presque hypnotisant. Mais cette tranquillité avait quelque chose d'artificiel, je pouvais le sentir. Ce silence n'était pas naturel. Peut-être était-ce le vent qui sifflait entre les immeubles, ou peut-être simplement mon imagination, mais j'avais l'impression d'être observé. Pourtant, il n'y avait personne. Juste les ombres des immeubles qui s'étiraient sous la lumière des réverbères, et ce sentiment diffus de malaise qui commençait à s'insinuer en moi. Je me souviens du moment précis où quelque chose a commencé à me perturber. C'était subtil, presque imperceptible au début. Les lumières de l'immeuble d'en face semblaient scintiller de manière étrange. Je n'y ai d'abord pas prêté attention, pensant que c'était simplement une défaillance des guirlandes, comme cela arrive souvent avec ces décorations bon marché. Mais plus je regardais, plus cela me semblait intentionnel. Les guirlandes ne clignotaient pas de manière aléatoire. Il y avait un rythme, un schéma qui se répétait. 3 éclats rapides, une pause, 2 éclats lents, encore une pause. Je fronçais les sourcils, captivé par ce ballet lumineux. J'avais l'impression que les lumières essayaient de dire quelque chose, comme un langage que je ne comprenais pas. Je reposai mon verre de vin et m'approchai un peu plus de la fenêtre, plissant les yeux pour mieux distinguer les motifs. C'était fascinant, mais également dérangeant. Était-ce mon imagination? Peut-être que j'avais juste besoin de dormir. Mais alors que je bougeais légèrement pour ajuster mon angle de vue, quelque chose d'étrange se produisit. Les lumières semblèrent répondre. J'avais à peine levé la main pour ajuster un rideau qu'elles clignotèrent à nouveau, comme si elles réagissaient à mon mouvement. Je reculai, le cœur battant un peu plus vite. Je fis un pas sur le côté, et cette fois encore, les lumières semblèrent suivre mon déplacement. Je me figeai, pris entre la curiosité et une peur sourde qui commençait à monter en moi. Je décidai de tester. Avec une certaine appréhension, je levai lentement la main, comme pour saluer l'immeuble en face. Aussitôt, les lumières clignotèrent à nouveau, reproduisant le même schéma étrange qu'auparavant. Ce n'était pas une coïncidence. Mon souffle se coupa, et une sueur froide glissa le long de ma nuque. C'est à ce moment-là que je réalisai, ce n'était pas seulement des lumières. C'était quelque chose, ou quelqu'un, de l'autre côté, qui m'observait, qui jouait avec moi. J'essayais de calmer mon esprit. Peut-être que tout cela n'était qu'une illusion due à la fatigue ou à l'ambiance étrange de Noël. Mais alors que je continuais à observer les lumières, quelque chose attira mon attention dans ma vision périphérique. Une ombre? Elle bougeait lentement, furtivement, dans l'appartement à côté du mien. Ce qui était étrange, c'est que cet appartement était censé être vide. Le locataire avait déménagé il y a plusieurs semaines, et aucun signe de nouvelle occupation n'avait été visible depuis. Pourtant, je distinguais clairement une silhouette floue se déplaçant derrière les rideaux. Je m'approchai davantage de la fenêtre, plissant les yeux pour mieux voir. L'ombre semblait humanoïde, mais il y avait quelque chose d'étrange dans sa façon de bouger. Ce n'était pas naturel.
Ses mouvements étaient saccadés, presque mécaniques, comme si la chose imitait maladroitement une démarche humaine. Mon esprit essayait de trouver une explication rationnelle. Peut-être un jeu de lumière venant de l'immeuble en face, ou un reflet bizarre sur le verre. Mais alors que je me concentrais davantage, je réalisais que l'ombre s'arrêtait à chaque fois que je cessais de bouger. Et quand je bougeais à nouveau, elle reprenait. Un frisson glacé parcourut mon échine. Je fis un pas en arrière, instinctivement, mais mes yeux restaient fixés sur cette silhouette. Elle semblait maintenant plus grande, plus proche de la fenêtre, comme si elle voulait que je la voie clairement. C'est alors que les lumières de l'immeuble d'en face recommencèrent à clignoter, cette fois de manière plus rapide et désordonnée. Elle semblait pointer directement vers l'appartement voisin, comme pour m'avertir de quelque chose. Mon instinct me disait de détourner les yeux, de m'éloigner de la fenêtre, mais ma curiosité était trop forte. Puis, l'ombre s'arrêta brusquement. Immobile. Elle semblait me regarder. Je ne pouvais pas voir de visage, seulement cette forme sombre, mais je sentais son attention, pesante et intrusive, comme si elle m'avait choisi. Je restais figé, incapable de détourner le regard. L'ombre dans l'appartement voisin ne bougeait plus, mais je pouvais sentir sa présence m'opprimer. Comme si elle attendait quelque chose. Les lumières de l'immeuble d'en face continuaient de clignoter frénétiquement, un rythme désordonné qui me donnait presque la nausée. Puis, comme si une force invisible me poussait, je fis un pas vers ma propre fenêtre. C'était insensé, mais une pensée irrationnelle s'imposa à moi, les lumières me testent. Je levai la main, hésitante, et les lumières semblèrent se calmer, adoptant un nouveau schéma, plus lent, mais toujours hypnotique. C'est alors que la situation bascula. Les lumières de mon propre appartement commencèrent à clignoter, comme si elles répondaient aux lumières de l'immeuble en face. Tout devint chaotique. Mon salon, si paisible quelques minutes auparavant, était maintenant envahi par des éclats de lumière aveuglants qui projetaient des ombres étranges sur les murs. Je sentis une montée de panique. Les ombres semblaient se déplacer, indépendamment des objets qui les créaient. Je reculai, mais une série de clignotements plus intenses me força à regarder à nouveau vers l'appartement voisin. L'ombre avait disparu. Un bruit sourd retentit derrière moi. Mon cœur s'emballa. C'était comme si quelque chose avait frappé à ma porte. Lentement, presque à contre-cœur, je me retournai. Rien. Mais les lumières de mon appartement se mirent à clignoter plus rapidement, presque furieusement, comme pour m'ordonner d'agir. Puis, une nouvelle série de clignotements de l'immeuble en face attira mon attention vers ma porte d'entrée. Les éclats formaient un schéma clair, une sorte de commande, « Ouvre ». Je secouai la tête, refusant de céder. Mais alors que je reculais, les lumières s'intensifièrent encore, et un autre bruit, cette fois plus violent, retentit contre ma porte. Quelque chose, ou quelqu'un, voulait entrer. Mon esprit vacillait entre la peur et une curiosité morbide. Je savais que je ne devais pas obéir. Mais plus je résistais, plus les lumières clignotaient sauvagement, m'enfermant dans ce jeu infernal où chaque mouvement semblait dicté par leur volonté. La panique m'envahissait à chaque seconde. Les lumières clignotantes rendaient l'air presque irrespirable, saturé d'une tension électrique. Je me recroquevillai au milieu de la pièce, le souffle court, essayant de ne pas céder à l'hystérie. Mais la sensation d'être observé était omniprésente, étouffante. Puis, tout s'arrêta. Les lumières de mon appartement cessèrent de clignoter d'un coup, plongeant la pièce dans une obscurité oppressante. Seules les guirlandes de l'immeuble en face continuaient de briller, dessinant un schéma répétitif que je ne comprenais pas. Je regardais autour de moi, m'attendant à ce que quelque chose surgisse de l'ombre. C'est alors que je l'aperçus. L'ombre, elle n'était plus dans l'appartement voisin. Elle était là, dans mon salon. Immobile, massive, et pourtant intangible. Je ne pouvais pas distinguer de forme précise, mais je sentais son regard fixé sur moi, un regard qui transperçait mon âme. Je me relevai d'un bond, cherchant une issue. La porte de mon appartement était verrouillée, et les clés avaient disparu. Les fenêtres étaient trop hautes pour que je puisse sauter, et mon téléphone ne captait plus aucun signal. Je n'avais aucun moyen de sortir. Les lumières de l'immeuble en face clignotèrent à nouveau, cette fois d'une manière plus lente, presque menaçante. Puis, elles s'éteignirent complètement. Un silence absolu s'installa. Un silence si lourd que j'entendais les battements frénétiques de mon propre cœur. C'est à ce moment que l'ombre bougea. Lentement, elle se rapprocha de moi, son mouvement si fluide qu'il semblait irréel. Je voulais crier, mais aucun son ne sortait de ma gorge. Je reculai jusqu'à toucher le mur, paralysé. Les lumières de mon appartement s'allumèrent brusquement, projetant l'ombre sur tous les murs autour de moi. Elle était gigantesque, omniprésente, m'enfermant dans un piège lumineux. Je compris alors que je n'avais jamais eu le contrôle. Que depuis le début,
Tout était orchestré pour m'amener ici, dans cet instant précis. Mon dernier souvenir est celui des lumières s'éteignant une à une, m'abandonnant dans une obscurité totale, avec l'ombre qui avançait inexorablement. Quand je me réveillai, j'étais dans mon appartement, mais tout semblait différent. Les lumières de l'immeuble en face avaient disparu, et l'appartement voisin était vide, comme si rien de tout cela n'avait jamais existé. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas terminé. Les guirlandes de Noël, que j'avais arrachées dans un accès de terreur, avaient été replacées à leur place. Et dans leur scintillement silencieux, je pouvais encore voir ce schéma familier, comme une invitation à recommencer le jeu. Il y a quelque chose de profondément étrange à propos de ma ville à Noël. C'est une petite communauté, isolée au cœur des montagnes, où tout le monde se connaît. Autrefois, la veille de Noël était un moment magique. Nous avions une tradition, un grand chœur de chanteurs parcourait les rues, illuminant la nuit froide de chants mélodieux. Les familles sortaient sur les porches, les enfants suivaient le cortège avec des lanternes, et la neige qui tombait ajoutait une touche féerique. Mais tout cela s'est arrêté il y a 20 ans. On ne parle presque jamais de ce qui s'est passé, comme si le simple fait de mentionner l'événement pouvait réveiller quelque chose qu'on préfère laisser enfoui. 3 enfants, 2 garçons et une fille, faisaient partie du chœur cette année-là. Ils avaient chanté près du bois, à la lisière de la ville. C'était toujours le point culminant de la soirée, car l'acoustique entre les arbres donnait une résonance magnifique au chant. Mais cette fois, ils n'en sont jamais revenus. Les recherches ont duré des semaines. Toute la ville s'était mobilisée, fouillant les bois, les rivières gelées, les cabanes abandonnées. Pas une trace. Rien, si ce n'est quelques partitions de chants déchirés retrouvées à la lisière de la forêt, selon certaines personnes, des empreintes étranges dans la neige, comme si elles appartenaient à quelque chose de non humain. Après cet incident, le maire de l'époque a interdit la tradition du chœur. Plus de chants, plus de lanternes, plus de rassemblements dans les rues à Noël. Les habitants ont accepté, presque soulagés. Depuis, la veille de Noël est devenue une nuit comme les autres, ou presque. Pourtant, chaque année, à la même date, certains jurent entendre des murmures dans le vent, comme si quelqu'un ou quelque chose continuait à chanter dans l'obscurité. Je ne croyais pas à ces histoires. Pour moi, c'était juste des légendes, des contes destinés à effrayer les enfants. Mais cette année, tout allait changer. Cette année, nous allions réveiller ceux qui auraient dû rester endormis. Je me souviens encore de cette conversation comme si c'était hier. C'était une semaine avant Noël, et nous étions tous rassemblés dans le vieux hangar derrière la maison de Liam. C'était notre refuge, l'endroit où on se retrouvait pour discuter, écouter de la musique, et surtout, comploter nos idées les plus stupides. Mais cette fois, ce n'était pas une idée stupide, c'était un défi. Vous ne trouvez pas ça ridicule? A dit Alex, le leader du groupe, avec son sourire provocateur. Une tradition entière effacée à cause d'une vieille histoire? On devrait la ramener. Faire revivre le chœur. Mia, assise sur une caisse de bois, a levé un sourcil. Tu plaisantes? Non. Tu sais ce qui s'est passé, Alex? Les anciens ne racontent pas tout, mais on sait que ce n'était pas juste une disparition. C'était bizarre. Exactement, a répondu Alex en riant. Et si on arrêtait de vivre dans la peur? Imaginez un peu. Nous, les 4, ramenant l'esprit de Noël dans cette ville morte. On chanterait, on filmerait, et peut-être qu'on deviendrait des légendes. L'idée était folle, mais je dois avouer qu'elle avait quelque chose de tentant. Liam, toujours sceptique, a hésité un instant avant de demander. Et si quelque chose se passe? Si c'est vrai, tout ça? Et si c'est juste une légende? A répliqué Alex. On ne saura jamais tant qu'on n'aura pas essayé. C'est comme ça que tout a commencé. Le lendemain, on s'est retrouvé à l'église désaffectée, où Alex avait mis la main sur d'anciennes partitions. Certaines étaient jaunies et presque illisibles, mais il y avait une étrange beauté dans ces pages. On s'est entraîné pendant des jours, entre rires et frissons, se moquant à moitié des vieilles superstitions, mais en ressentant toujours un certain malaise. La veille de Noël, tout était prêt. On avait nos partitions, des lanternes, et une caméra pour immortaliser notre exploit. On avait même décidé de chanter près des bois, là où tout s'était arrêté 20 ans plus tôt. Je me souviens d'avoir ressenti un mélange d'excitation et de peur en quittant la maison cette nuit-là. Une partie de moi voulait faire demi-tour, mais l'autre ne pouvait pas résister à l'idée de participer à quelque chose de spécial, d'interdit. Après tout, ce n'était que des chants. Non, qu'est-ce qui pouvait mal tourner? La nuit était glaciale. Nos souffles formaient des nuages devant nos visages tandis que nous traversions les rues désertes de la ville. Les lumières des maisons étaient éteintes, et il n'y avait que le bruit de nos pas sur la neige. Tout semblait figé, comme si le monde entier retenait son souffle.
Nous avons commencé à chanter notre première chanson, un classique de Noël. Nos voix résonnaient dans le silence, et je dois avouer que, pour un instant, c'était beau. Les harmonies se mêlaient parfaitement, et je pouvais presque imaginer ce qu'étaient ces nuits magiques dont les anciens parlaient avant que tout ne s'arrête. Mais dès la deuxième chanson, quelque chose a changé. Je ne saurais dire exactement quoi, mais il y avait une sensation étrange dans l'air, comme une tension invisible. J'ai remarqué que l'écho de nos voix semblait décalé. Ce n'était pas un simple reflet sonore, c'était comme si une autre voix s'ajoutait au chœur, légèrement en arrière-plan. « Vous entendez ça » a murmuré Mia en se tournant vers nous, ses yeux larges et inquiets. Alex a ri nerveusement. « C'est juste l'écho, Mia. Rien de plus. » Continuez à chanter. Mais ce n'était pas un écho. Les voix que j'entendais étaient plus graves, presque gutturales, et elles ne suivaient pas exactement notre rythme. J'ai ressenti un frisson remonter le long de ma colonne vertébrale. Nous avons continué malgré tout, avançant lentement vers les bois. Nos lanternes vacillaient, projetant des ombres qui semblaient danser autour de nous. C'est alors que Mia s'est arrêtée brusquement. « Ça va pas » a-t-elle dit en pressant ses tempes. « J'ai mal à la tête. » Liam s'est approché pour l'aider, mais il s'est figé en regardant autour de lui. « Attendez, vous avez vu ça ?»« Vu quoi ?» a demandé Alex, agacé. Liam a pointé vers les arbres à la lisière du bois. Je me suis tourné et mon cœur s'est arrêté. Entre les troncs, il y avait des formes sombres, indistinctes. Pas des gens, pas des animaux. Juste des ombres, immobiles mais palpables, comme si elles nous observaient. « C'est rien, c'est juste votre imagination », a dit Alex, mais sa voix tremblait légèrement. Il a levé sa lanterne, et pendant une fraction de seconde, j'aurais juré que l'une des formes avait bougé. Et puis, une nouvelle voix s'est jointe à notre chanson. Ce n'était plus humain. Grave, distordu, elle semblait venir de partout à la fois, enveloppant nos propres voix. À cet instant, j'ai su que nous n'étions plus seuls. Le froid semblait s'intensifier à chaque note que nous chantions. La brume, épaisse et humide, s'était insidieusement installée autour de nous, recouvrant les rues et les arbres d'une sorte de voile inquiétant. Les ombres entre les troncs des arbres devenaient de plus en plus visibles, presque tangibles, comme si elles se rapprochaient lentement. Les voix supplémentaires, étranges et déformées, se mêlaient à la nôtre, mais maintenant elles semblaient plus distinctes, plus humaines. Nous avons continué à chanter, mais mes lèvres étaient devenues gelées, et le rythme de nos chants devenait erratique. La brume s'épaississait autour de nous, et les ombres devenaient des formes floues qui bougeaient lentement, presque comme si elles nous suivaient. Un frisson glacé m'a parcouru, et c'est là que j'ai entendu un son. Pas une voix, mais un bruit distinct des pas. Lentement, un à un, ils se sont synchronisés avec les nôtres, mais bien que nous marchions tous ensemble, je savais que ce n'était pas nous. Ce n'était pas possible. Je me suis arrêté brusquement. Vous entendez ça? Tout le monde s'est figé, et une lourde silence est tombée sur nous. Les voix avaient cessé, mais les pas continuaient, comme si quelqu'un nous suivait dans l'ombre. J'ai levé ma lanterne pour éclairer le chemin, mais rien n'était visible, juste cette brume dense qui rendait chaque détail flou. « Ce n'est pas anormal » a murmuré Mia, sa voix tremblante. Elle semblait pâle, presque livide. Liam, visiblement nerveux, a fait un geste pour partir, mais c'est là que nous avons entendu quelque chose de bien plus effrayant que les bruits de pas. C'était un murmure, un chant, ou du moins ce qui en semblait être un, mais il n'était pas humain. C'était un cœur brisé, désespéré, une harmonie dissonante qui vibrait dans l'air, se superposant à nos propres voix. Chaque syllabe semblait percer l'obscurité, glacée et lourde. C'était un chant, mais pas le nôtre. Ce n'était pas nous. Et pourtant, c'était comme si nous le chantions. J'ai reculé, mon cœur battant à tout rompre. On doit partir? Mais il était trop tard. Les ombres qui se tenaient entre les arbres se sont soudainement animées, se déplaçant avec une fluidité sinistre. Celles-ci n'étaient plus floues. Elles avaient pris forme, des figures pâles, presque translucides, aux yeux vides et aux silhouettes figées dans une danse macabre, nous entouraient. Elles s'étaient approchées sans que nous le remarquions, se déplaçant dans la brume avec une grâce effrayante. Je voulais crier, mais ma gorge était serrée. Une force invisible me poussait à continuer, à chanter encore, comme si cette voix qui n'était pas la mienne commandait mes actions. Tout en moi criait de fuir, mais mes lèvres murmuraient les paroles de la chanson ancienne. Liam a tenté de courir, mais en quelques secondes, il s'est retrouvé bloqué par la brume, comme piégé dans une toile invisible. « Alex, Mia !» cria-t-il, mais son cri s'est éteint dans la brume, englouti par le chant des voix qui ne devaient pas exister. Les silhouettes s'étaient rapprochées, si proches que je pouvais presque les toucher. Une d'entre elles s'est avancée, ses yeux noirs me fixant intensément.
Elle m'a tendu une main décharnée. Je n'ai pas pu bouger. J'étais paralysé, et dans ce moment, je savais qu'il n'y avait plus de retour. Les voix qui nous entouraient étaient maintenant d'une clarté déconcertante. Elles n'étaient plus seulement des murmures ou des échos, mais des chants distincts, porteurs d'une tristesse infinie et d'une colère ancienne. Chacune de ces voix semblait nous appeler, nous supplier de les rejoindre, d'ajouter nos propres voix à leur cœur éternel. Une sensation de froid glacial m'envahissait, et je sentais une pression de plus en plus forte autour de ma poitrine, comme si l'air lui-même était devenu trop dense pour respirer. Je tentais désespérément de bouger, mais mes pieds restaient ancrés au sol, comme si la terre elle-même m'avait emprisonné. La brume s'épaississait encore, devenant presque tangible, un brouillard vivant qui se pressait contre ma peau. Je pouvais à peine distinguer les autres, tout semblait flou, comme si tout ce qui était réel se dissolvait autour de moi. Liam, paniqué, se battait contre une force invisible, mais il n'avançait pas. Ses cris étaient étouffés, engloutis par la brume. « Alex, Mia !» hurlait-il, mais ses appels étaient déformés, comme si une autre voix, plus ancienne, les intercalait. J'ai essayé de crier, mais ma voix était engloutie par cette mélodie déchirante, cette chanson qui ne semblait pas avoir de fin. Et puis, tout a cessé. Un silence lourd a envahi l'air. La brume s'est dissipée, mais la terre semblait figée, comme dans un cauchemar d'une autre époque. Mes yeux se sont ouverts lentement. J'étais seul. Plus aucun chant, plus aucune silhouette. Mais une ombre persistait dans mon esprit, un souvenir d'un visage pâle qui m'avait tendu la main, un visage que je ne pouvais plus oublier. Quand j'ai réussi à bouger, mes jambes étaient tremblantes. Je me suis précipité pour retrouver les autres, mais tout était devenu irréel. Les rues étaient désertes, et aucune trace de Mia, de Liam ou d'Alex n'était visible. C'était comme si nous n'avions jamais existé. J'ai couru jusqu'au centre de la ville, mais la neige était intacte. Aucun signe de passage. Pas un seul souffle. La maison d'Alex, que je connaissais si bien, semblait être devenue une silhouette sombre et menaçante, figée dans la nuit. Je suis rentré chez moi, mais chaque reflet dans les fenêtres, chaque ombre dans les coins de ma vision me rappelait ce que nous avions vu et entendu. Le chant, il ne s'était pas arrêté. Chaque nuit, à la veille de Noël, je l'entends encore. Et maintenant, je sais que ce n'était pas une simple légende. La tradition n'avait jamais été oubliée. Elle vivait en nous, et elle ne nous laissera jamais partir. Il est trop tard pour revenir en arrière. Parce que ce que nous avons réveillé, ce n'était pas juste un souvenir. C'était quelque chose qui attendait de se nourrir de notre peur, de notre chant. Et, tôt ou tard, ils reviendront. Toujours. C'était la veille de Noël, et la maison était emplie d'une chaleur réconfortante. Amélie et moi venions de terminer de préparer le repas, tandis que Louis jouait avec son train électrique près du sapin. La neige tombait doucement dehors, couvrant le jardin d'un manteau immaculé. Tout semblait paisible, jusqu'à ce que nous entendions ce bruit. Un grognement, ou peut-être un gémissement, venu de l'extérieur. « Tu as entendu ça ?» demanda Amélie, arrêtant de remuer la sauce. Je hochai la tête, tendant l'oreille. C'était faible, mais ça recommença. Un son étrange, un mélange de douleur et de détresse. Intrigué, je saisis ma lampe torche et me dirigeai vers la porte arrière. En ouvrant, un vent glacial me fouetta le visage. La lumière de la torche balaya le jardin enneigé. C'est là que je l'ai vue. Une silhouette sombre, couchée près du vieux chêne. Au début, je pensais qu'il s'agissait d'un cerf, mais en m'approchant, je remarquai les bois plus petits et la fourrure épaisse. C'était une réna. Elle était allongée sur le côté, respirant difficilement. Une de ses pattes semblait tordue dans un angle étrange, et une traînée de sang marquait la neige derrière elle. Ses yeux, d'un éclat surnaturel, reflétaient la lumière de ma torche. « Amélie, viens vite !» criai-je. Elle accourut, Louis sur ses talons, et poussa une exclamation en voyant l'animal. « Mon Dieu, Pierre, qu'est-ce qu'on fait ?» Elle souffre. Je n'avais pas de réponse immédiate. Mais quelque chose dans son regard, dans la manière dont elle semblait nous fixer, m'empêchait de détourner les yeux. Louis, fasciné, s'approcha malgré les avertissements d'Amélie. « On ne peut pas la laisser là, » dit-elle finalement. « Elle va mourir de froid. » Avec précaution, nous avons improvisé une sorte de brancard avec une vieille couverture. L'aréna se laissa faire, docile mais alerte, ses yeux ne quittant jamais les nôtres. Une fois à l'intérieur, nous avons dégagé un coin près de la cheminée pour l'installer. Louis, émerveillé, chuchota. « C'est peut-être une des reines du Père Noël. » Je ris nerveusement, mais une part de moi voulait le croire. C'était Noël, après tout. Et pourtant,
Alors que je regardais l'animal étendu devant nous, une étrange sensation me saisit. Comme si nous venions d'inviter quelque chose que nous ne comprenions pas dans notre maison. Cette nuit-là, quelque chose semblait différent. Dès que nous avions installé l'aréna près de la cheminée, une étrange atmosphère avait envahi la maison. Louis s'était endormi rapidement sur le canapé, fatigué par l'excitation de la soirée, mais Amélie et moi avions du mal à trouver le sommeil. Je restais dans la cuisine, rangeant distraitement les plats, lorsque j'entendis un bruit survenant du toit. C'était subtil, presque imperceptible, mais suffisant pour capter mon attention. Je m'arrêtai, tendant l'oreille. Rien. Peut-être la neige qui tombait, me dis-je pour me rassurer. Amélie entra dans la pièce, les bras croisés, visiblement inquiète. « Tu entends ça, toi aussi » demanda-t-elle à voix basse. Je hochai la tête, essayant de masquer ma nervosité. Ça doit être le vent, un oiseau. Rien de plus. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était ni l'un ni l'autre. Quelques instants plus tard, un autre bruit retentit, cette fois plus fort. C'était comme si quelque chose marchait lentement sur le toit, des pas lourds et irréguliers. Amélie se rapprocha de moi, et je sentis sa main trembler dans la mienne. « Pierre, tu devrais aller voir. » Je pris une profonde inspiration, essayant de ne pas montrer ma peur. Je sortis à nouveau avec ma lampe torche, éclairant le toit enneigé. Rien. Pas de traces, pas de mouvement. Seulement le silence oppressant de la nuit. En revenant à l'intérieur, je trouvai Amélie debout dans le salon, les yeux rivés sur l'aréna. Elle n'avait pas bougé, mais il y avait quelque chose d'étrange dans sa posture. Ses yeux brillants semblaient nous observer, non pas comme un animal blessé, mais comme une présence consciente, presque humaine. Soudain, Louis se redressa brusquement sur le canapé, les yeux écarquillés. « Maman, papa, il y a quelqu'un dans la cheminée. » Amélie et moi nous tournâmes vers la grande cheminée en pierre. Un bruit de grattement montait des profondeurs, suivi d'un murmure. Pas un murmure ordinaire, mais une voix grave, lente, qui semblait articuler des mots dans une langue que je ne comprenais pas. « C'est le vent, Louis » murmurai-je en essayant de le calmer. Mais même moi, je savais que ce n'était pas vrai. Le grattement s'arrêta soudainement, et un silence glacial envahit la pièce. La seule chose que nous pouvions entendre était le souffle rauque de l'aréna, qui semblait de plus en plus étranger, presque mécanique. Je regardai Amélie, et dans ses yeux, je vis le reflet de ma propre peur. Nous avions ramené quelque chose chez nous, et ce quelque chose ne voulait pas partir. Les heures passèrent, mais le calme ne revint jamais complètement. Chaque bruit, chaque ombre semblait amplifier cette étrange tension qui pesait sur la maison. Louis s'était finalement rendormi, blotti contre Amélie, mais moi, je n'arrivais pas à fermer l'œil. Je ne pouvais pas détourner mon regard de l'aréna. Elle avait cessé de bouger, mais sa posture était anormale, presque dérangeante. Couchée sur le flanc, ses pattes semblaient rigides, comme si elle s'était figée dans une position forcée. Ses yeux brillants me fixaient toujours, et j'aurais juré qu'ils suivaient chacun de mes mouvements. Puis, sans prévenir, elle bougea. Ce n'était pas un mouvement naturel, mais une saccade, comme si quelque chose de l'intérieur poussait son corps à se lever. Elle se dressa lentement sur ses quatre pattes, ses sabots glissant sur le parquet avec un bruit strident qui me fit frissonner. « Amélie » murmurai-je en la secouant doucement. « Réveille-toi » Elle ouvrit les yeux et se redressa en voyant la scène. « Qu'est-ce qu'elle fait ?»« Pierre, pourquoi elle bouge comme ça ?» L'aréna s'avança d'un pas, puis d'un autre, traînant l'une de ses pattes blessées. Derrière elle, sur le sol, elle laissait une traînée sombre. Je m'approchai pour mieux voir, mais une odeur nauséabonde me coupa le souffle. Ce n'était pas du sang. C'était quelque chose de plus ancien, de plus pourri. Soudain, Louis se réveilla en sursaut, comme tiré d'un cauchemar. « Papa, regarde ces bois !» Je levai les yeux. Accroché à un des bois de l'aréna, je remarquai pour la première fois une bande de cuir vieilli. Des symboles y étaient gravés, des formes étranges qui semblaient vibrer à la lumière vacillante du feu. « C'est quoi ça ?» murmura Amélie en s'approchant. Je retirai le cuir avec précaution. À peine l'eus-je entre les mains qu'une sensation glaciale envahit mon corps, comme si quelque chose s'était infiltré en moi. Amélie le prit et l'examina à son tour. « Ce sont des runes. Des anciennes. Pierre, c'est lié à quelque chose de mauvais. » Avant que je ne puisse répondre, un bruit sourd retentit à nouveau sur le toit, suivi d'un craquement sinistre. L'aréna se mit à gronder, un son guttural qui n'avait rien d'animal. Elle baissa la tête, comme prête à charger, et ses yeux brillaient maintenant d'un rouge inquiétant. « On doit sortir d'ici » dis-je, ma voix tremblante. Mais au moment où je tendis la main vers Amélie et Louis, la lumière vacilla, plongeant la maison dans une semi-obscurité. Un froid intense emplit la pièce, et derrière nous,
La cheminée se mit à cracher une fumée noire, épaisse et suffocante. La Rhéna se tenait immobile, comme une sentinelle. Et dans son regard, il n'y avait plus rien d'animal. Juste une intention, froide et implacable. L'air était devenu irrespirable. La fumée noire s'échappant de la cheminée semblait vivante, s'étendant dans la pièce comme des doigts cherchant à nous attraper. Amélie serra Louis contre elle, et je fis de mon mieux pour les protéger, bien que je ne sache pas comment lutter contre ce qui se passait. La Rhéna restait immobile au centre de la pièce, mais son regard rougeoyant fixait quelque chose au-dessus de nous. C'est alors que nous entendîmes ce bruit. Ce n'était plus des pas, mais un raclement terrifiant, comme si quelque chose de gigantesque se hissait sur le toit, griffant le bois avec une force inhumaine. Puis, la cheminée s'illumina d'un éclat rouge vif, et une silhouette émergea des flammes. Ce n'était pas une personne, ni même un être que je pouvais décrire précisément. Sa forme semblait changeante, faite d'ombre et de cendres, mais ses yeux, ils brillaient d'un jaune cruel, empli de haine. « Vous avez accepté mon messager » dit une voix grave et profonde, résonnant dans toute la maison. « Et maintenant, vous m'appartenez. » Amélie cria, serrant Louis de toutes ses forces. Je me mis devant eux, attrapant le premier objet que je pus trouver. Le vieux tisonnier posé près de la cheminée. « Sortez de chez nous » hurlai-je, ma voix tremblant autant que mes mains. La silhouette éclata d'un rire guttural. « Cette maison n'est plus vôtre. Vous avez franchi la frontière, et maintenant, vous venez avec moi. » La Rhéna, comme répondant à un ordre silencieux, avança lentement vers nous. Ses sabots résonnaient sur le parquet, et à chaque pas, le sol semblait se fendre légèrement, comme si un abîme s'ouvrait sous nos pieds. « Pierre, fais quelque chose » supplia Amélie, les larmes coulant sur ses joues. Je me précipitai vers la Rhéna, levant le tisonnier. Mais avant que je ne puisse frapper, elle se transforma sous mes yeux. Sa chair sembla se déchirer, laissant place à une créature indescriptible. Ses bois s'étendaient comme des branches mortes, ses pattes devenaient des griffes tordues, et sa gueule s'ouvrait en un rictus qui n'avait rien de naturel. Elle me projeta contre le mur d'un seul coup de patte, me coupant le souffle. Amélie cria, mais la créature se concentra sur Louis, avançant lentement vers lui. « Non » hurla Amélie, se plaçant devant notre fils. La silhouette dans la cheminée éclata à nouveau de rire. Le garçon sera le premier. C'est alors que je vis quelque chose dans les cendres, le morceau de cuir avec les runes. Instinctivement, je le saisis. Malgré la douleur dans mes côtes, je me relevai. « Tu veux ça » hurlai-je à la créature. « Alors prends-le et fiche-nous la paix. » Les yeux de la silhouette se fixèrent sur moi, et pendant un instant, tout sembla s'arrêter. Puis, elle tendit une main faite d'ombre vers le cuir. Mais avant qu'elle ne l'atteigne, je le jetai dans le feu. Un cri strident emplit la pièce, un mélange de rage et de douleur. La Rhéna et la silhouette se tordirent, comme déchirées par une force invisible. Le feu devint blanc, illuminant tout, et je sentis quelque chose me tirer violemment en arrière. Puis, tout devint noir. Quand je repris conscience, tout était silencieux. Un silence assourdissant, presque irréel. Je clignai des yeux, ma vision troublée par la lumière blafarde du matin qui traversait les rideaux. Pendant un instant, je crus que tout cela n'avait été qu'un cauchemar. Mais la douleur dans mes côtes me rappela rapidement que c'était bien réel. Je me redressai lentement, cherchant des yeux Amélie et Louis. Ils étaient là, blottis l'un contre l'autre dans un coin de la pièce. Amélie me regarda, ses yeux rouges de larmes, tandis que Louis tremblait encore de peur. « C'est fini » demanda-t-elle d'une voix brisée. Je ne savais pas quoi répondre. La pièce était méconnaissable. Le sol était fissuré par endroits, comme si la maison elle-même avait été sur le point de s'effondrer. La cheminée était éteinte, froide, et il ne restait aucune trace de la silhouette ni de la Rhéna. Mais une odeur persistante de cendres et de pourriture flottait encore dans l'air. Je m'approchai de la cheminée, mon cœur battant à tout rompre, et c'est là que je le vis. Le morceau de cuir. Il était intact, posé au milieu des cendres comme si le feu n'avait jamais eu d'effet sur lui. Les runes brillaient faiblement, presque comme un avertissement. Je n'osais pas le toucher. « On doit partir » dis-je, ma voix ferme malgré ma peur. « On ne peut pas rester ici. » Amélie hocha la tête, se levant avec Louis. Nous sortîmes de la maison sans un regard en arrière. La neige était fraîche, immaculée, comme si la nuit précédente n'avait jamais existé. Mais quand je me retournai une dernière fois, un frisson parcourut mon échine. Par la fenêtre du salon, je crus apercevoir une silhouette sombre, immobile, nous observant. Nous ne sommes jamais retournés dans cette maison. Les jours suivants, elle resta vide, personne n'osant y entrer. Mais le cuir, lui, disparut. Parfois, la nuit, je me réveille en sursaut, persuadé d'entendre des bruits sur le toit ou des murmures dans le vent.
Je ne sais pas ce que nous avons ramené chez nous ce soir-là. Tout ce que je sais, c'est que ce n'était pas une simple Réna. Et qu'elle nous observe encore. C'était la veille de Noël, et comme chaque année, ma famille s'était réunie pour la traditionnelle distribution de cadeaux. L'ambiance était chaleureuse, les rires résonnaient dans le salon décoré de guirlandes scintillantes, et l'odeur du vin chaud se mêlait à celle du sapin fraîchement coupé. Tout était parfait. Presque trop parfait, peut-être. Quand vint mon tour d'ouvrir un cadeau, un paquet que je n'avais pas remarqué auparavant fut placé devant moi. Le papier rouge était ordinaire, sans ruban ni étiquette. Intrigué, je levai les yeux pour voir qui me l'avait donné, mais tout le monde semblait plongé dans ses propres présents. « C'est de qui » demandai-je, essayant de capter l'attention de quelqu'un. Aucune réponse. Mon frère haussa les épaules, ma mère détourna les yeux, et mon oncle continua de déballer sa boîte de chocolat. « Sérieusement, c'est une blague » insistai-je, mais personne ne réagit. Une sensation étrange s'insinua en moi, mélange de curiosité et d'appréhension. Je déchirai lentement le papier, m'attendant à une mauvaise plaisanterie ou à un cadeau anodin. Mais ce que je trouvais à l'intérieur me laissa figé. C'était une vieille photo. Une photo de moi, enfant, devant la maison où j'avais grandi. Je devais avoir 8 ans, peut-être 9, portant ma robe préférée à fleurs. Je me souvenais vaguement de ce jour-là, de l'été étouffant et de ma mère qui me disait de sourire pour la caméra. Mais ce n'était pas ça qui m'avait glacé le sang. Dans un coin de la photo, à la fenêtre du salon derrière moi, une silhouette sombre était visible. Une personne encapuchonnée, immobile, regardant directement dans l'objectif. Mon cœur se mit à battre plus vite. Ce détail, je ne l'avais jamais remarqué avant. Mais surtout, pourquoi cette photo réapparaissait-elle maintenant, dans ces circonstances, et qui aurait pu l'emballer pour me l'envoyer? Je levai les yeux vers ma famille, cherchant une explication. Mais ils continuaient leur discussion, comme si de rien n'était. Le monde semblait tourner normalement, sauf pour moi. Je serrais la photo entre mes doigts, incapable de détourner le regard de cette figure spectrale. À cet instant précis, une seule question s'imposa à mon esprit. Pourquoi cette image avait-elle trouvé son chemin jusqu'à moi, ce soir? Le reste de la soirée se déroula dans une étrange torpeur, comme si j'étais enfermé dans une bulle où le temps s'étirait, lourd et oppressant. La photo ne quittait pas mes pensées. Je la rangeai dans ma poche pour ne plus avoir à la regarder, mais l'image restait gravée dans mon esprit. Cette silhouette encapuchonnée, figée à la fenêtre, comme un témoin silencieux de mon enfance. Après le dîner, alors que tout le monde semblait plongé dans une douce léthargie post-festin, je décidai de parler à ma mère. Elle était assise dans le fauteuil près de la cheminée, une tasse de thé entre les mains. « Maman, tu te souviens de cette photo » dis-je en sortant le cliché et en le lui tendant. Son sourire s'effaça immédiatement. Elle posa sa tasse sur la table et fixa l'image, le regard soudain lointain. « Où as-tu trouvé ça » murmura-t-elle, presque trop bas pour que je l'entende. « Dans ce cadeau. Je ne sais pas qui l'a apporté. » Elle sembla hésiter, comme si un souvenir désagréable venait de ressurgir. Puis elle détourna les yeux et secoua la tête. C'était juste, quelqu'un de passage, probablement. Un voisin ou un promeneur. Rien d'important. Son ton était trop tranchant, trop rapide, et cela ne fit qu'alimenter ma curiosité. Un voisin? Mais qui? Pourquoi il serait sur cette photo? Anna, laisse tomber, d'accord? Parfois, les souvenirs ne sont pas aussi clairs qu'on le pense. Elle se leva brusquement et quitta la pièce, me laissant seul avec plus de questions que de réponses. La soirée continua, mais je me sentais de plus en plus étrangère parmi les miens. Une fois seul dans ma chambre, je sortis la photo à nouveau, l'examinant sous la lumière tamisée. Cette maison, mon ancienne maison. Je n'y étais pas retourné depuis plus de 15 ans. À l'époque, je me souvenais d'avoir détesté cet endroit, sans vraiment savoir pourquoi. Une angoisse sourde m'avait toujours habité là-bas, comme si quelque chose d'invisible pesait sur moi. Mais ce soir-là, tout semblait soudain prendre un sens. Ce n'était pas une paranoïa d'enfant. Quelque chose ou quelqu'un avait toujours été là. Je ne pouvais plus ignorer ce sentiment. Je devais savoir. Peut-être que revenir dans cette maison m'aiderait à comprendre ce qui se passait vraiment. Je partis tôt le lendemain matin, avant même que ma famille ne se lève. La photo, glissée dans mon sac, semblait peser une tonne. Une part de moi me hurlait de laisser tout cela derrière, mais une autre, plus forte, m'obligeait à continuer. Je devais retourner à cette maison, affronter les souvenirs flous et les ombres de mon passé. Le trajet fut étrangement silencieux. Les rues étaient désertes, la lumière hivernale froide et diffuse. Plus je me rapprochais de mon ancienne maison, plus mon cœur battait à un rythme effréné. Quand j'arrivai enfin, je restai figé un moment,
incapable de sortir de la voiture. La maison était exactement comme dans mes souvenirs, mais en bien plus délabré. Les volets pendaient, les murs étaient couverts de mousse, et le jardin autrefois bien entretenu n'était plus qu'un fouillis de ronces. Pourtant, elle semblait toujours vivante, comme si elle m'attendait. Je poussai la vieille grille, qui grinça horriblement, et traversai l'allée. Le froid me glaçait jusqu'aux os, mais je sentais une chaleur étrange émaner de l'intérieur, comme si quelque chose m'observait. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Elle céda sous une légère pression, révélant un intérieur plongé dans une semi-obscurité. La maison semblait figée dans le temps. Les meubles poussiéreux étaient toujours en place, les rideaux déchirés laissaient passer des filets de lumière, et une odeur de bois pourri flottait dans l'air. Alors que je parcourais les pièces, un étrange mélange de nostalgie et de malaise m'envahit. Chaque objet semblait avoir une histoire à raconter, mais aucune n'était rassurante. Dans le salon, je retrouvai une vieille lampe que ma mère allumait toujours le soir. Sur la cheminée, une horloge arrêtée marquait une heure indéterminée, comme si le temps s'était figé dans cette maison. Puis, dans l'un des tiroirs d'une commode, je trouvai quelque chose qui me glaça le sang, un paquet de photos. Des photos de moi, enfant, prises à différentes époques dans cette maison. Certaines étaient ordinaires, mais sur d'autres, la silhouette encapuchonnée était toujours là, parfois à la fenêtre, parfois dans l'ombre d'une pièce. Ma gorge se serra, et un bruit sec retentit derrière moi. Je me retournai brusquement, mais il n'y avait rien. Pourtant, j'étais certaine de ne pas être seule. Je continuai d'avancer, mes pas résonnant sur le parquet. Dans la cuisine, je trouvai d'autres signes troublants, des assiettes sales empilées, une bougie récemment consumée. Quelqu'un avait vécu ici récemment. Peut-être vivait-il encore là. Alors que je m'apprêtais à quitter la pièce, un détail attira mon attention, des empreintes dans la poussière, menant vers le sous-sol. Une peur viscérale s'empara de moi. Je savais que je ne devrais pas descendre. Mais quelque chose, une force inexplicable, m'y poussait. Je descendis les escaliers menant au sous-sol avec une lenteur presque hypnotique, chaque pas résonnant dans l'air lourd de la maison. L'air devenait de plus en plus froid à mesure que je m'enfonçais, et un parfum de moisissure envahissait mes narines. Le sous-sol était plongé dans une obscurité presque totale, mais j'aperçus à peine quelques rayons de lumière filtrant par des fissures dans les murs. Une sensation de suffocation m'étreignit. Je cherchais un interrupteur, mais il n'y en avait pas. J'avançai donc à tâtons, mes mains frémissant sur les murs rugueux. C'est alors que je perçus un bruit léger, un souffle, presque imperceptible. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale. C'était comme si quelqu'un se trouvait là, dans l'obscurité, à m'observer, attendant le moment parfait pour se manifester. J'allumai enfin la lampe de poche de mon téléphone. La lumière vacilla avant de s'installer sur une vieille étagère, surchargée de boîtes poussiéreuses et d'objets oubliés. Mais ce n'est pas cela qui attira mon attention. C'était une porte, dans le fond du sous-sol, à peine visible sous une épaisse couche de toile d'araignée. Mon cœur s'emballa. Je n'avais jamais vu cette porte auparavant. Enfant, j'avais exploré chaque recoin de la maison, et je me souvenais de chaque porte, chaque pièce. Pourtant, celle-ci m'était inconnue. Pourquoi ne m'en souvenais-je pas? Pourquoi ma mère ne m'en avait-elle jamais parlé? Je m'approchai lentement, presque contre mon gré. Chaque mouvement semblait m'éloigner de la sécurité et me rapprocher de quelque chose que je n'étais pas prête à affronter. La porte, en bois sombre, avait une vieille serrure rouillée, mais elle était entr'ouverte, comme si quelqu'un l'avait récemment utilisée. D'un geste tremblant, je poussai la porte. Elle s'ouvrit avec un grincement sinistre, révélant une pièce que je n'avais jamais vue, ni dans mes souvenirs ni dans les récits de ma famille. C'était une pièce étroite, avec des murs tapissés de miroirs ternis par le temps. Le sol était jonché de morceaux de verre brisés, et une vieille chaise en bois se tenait au centre, face à un miroir du plafond au sol. Je m'approchai lentement, chaque pas chargé de l'angoisse d'une révélation qui semblait inéluctable. Puis je vis ce qui me paralysa. Le miroir reflétait mon image, mais pas uniquement la mienne. Derrière moi, à peine visible, une silhouette encapuchonnée se tenait immobile, comme si elle m'attendait depuis toujours. Mon souffle se coupa, et mes jambes se dérobèrent sous moi. Je me retournai brusquement, mais il n'y avait personne. Rien. Seulement le vide du sous-sol et une lourde sensation de malaise. Le miroir, lui, ne mentait pas. Il reflétait la silhouette exactement à l'endroit où j'avais vu l'ombre, mais il n'y avait plus rien derrière moi, dans la réalité. Mon esprit se brouilla. Était-ce un jeu de lumière, une hallucination, ou bien avais-je vraiment vu ce que je croyais avoir vu? Je pris une profonde inspiration, tentant de reprendre mes esprits, quand je remarquai quelque chose d'encore plus perturbant. Un mot, gravé à l'arrière du miroir. Retour, mon cœur se serra,
et un froid glacial s'empara de mes mains. Il ne s'agissait pas d'un simple avertissement. C'était un ordre d'aller plus loin. Mais plus loin, je me tenais là, dans cette pièce oppressante, le regard figé sur le mot gravé dans le miroir, mes doigts tremblants autour de la lampe de poche. Le mot « retourne » résonnait dans ma tête comme un écho. Mon esprit, déjà troublé, cherchait désespérément à comprendre. Pourquoi ce mot? Et surtout, pourquoi maintenant? Était-ce un avertissement ou une invitation? Je tournais lentement autour de moi, cherchant une explication logique à ce qui semblait être un cauchemar éveillé. Mais la logique n'avait plus sa place ici. Tout ce que je savais, c'est que je n'étais pas seul, et que la présence de cette silhouette encapuchonnée, visible dans le miroir mais absente dans la réalité, me hantait. Dans un élan de panique, je m'élançai vers la porte du sous-sol, fuyant la pièce comme si chaque seconde passée dans cet endroit pouvait me détruire. En traversant le hall sombre, je sentis un frôlement froid sur ma nuque, un souffle glacé qui m'empêcha de respirer pendant un instant. Je ne me retournai pas. Je ne voulais pas savoir si quelqu'un ou quelque chose me suivait. Quand j'atteignis l'extérieur, l'air froid me frappa le visage, mais il n'apaisa en rien le tourbillon dans ma tête. Je montai dans ma voiture sans réfléchir, démarrant le moteur dans un réflexe de survie. Tout en conduisant, je jetai un coup d'œil furtif dans le rétroviseur. Je ne pouvais pas m'empêcher de vérifier si, là aussi, quelque chose m'observait. Rien. Le silence de la route semblait presque rassurant comparé à la tension que je venais de fuir. Mais alors que je m'éloignais de la maison, une dernière photo apparut sur le siège passager, comme par magie. C'était la même image que celle que j'avais trouvée la veille, celle de ma jeunesse. Mais cette fois, il y avait un détail supplémentaire. La silhouette encapuchonnée était là, mais ce n'était pas tout. Sur la photo, elle semblait maintenant me regarder, me fixer, comme si elle savait exactement où j'étais. Mon cœur atteint un battement. Je ralentis, pris de panique, mais je savais que ce n'était pas la route qui me mettait mal à l'aise. C'était le fait que cette photo n'aurait pas dû se retrouver là. Comment était-elle arrivée dans ma voiture? Je me garai brusquement sur le bas-côté. Mes mains étaient moites, et un froid glacial parcourait mon échine. En fixant la photo, je compris enfin l'horreur absolue. La silhouette encapuchonnée ne m'avait pas seulement observé à travers la fenêtre, ni dans le miroir. Elle m'avait suivi toute ma vie, sans que je le sache. Et cette nuit-là, elle venait de me retrouver, encore une fois. Le pire, c'est que je n'étais même pas sûr d'être seul dans la voiture. La présence derrière moi se faisait de plus en plus palpable, et je savais que la vérité que je cherchais n'avait rien à voir avec la maison abandonnée, mais avec la personne ou l'entité qui m'avait toujours observé, à distance. Et maintenant, elle ne resterait plus dans l'ombre. Elle était là, tout près, prête à me confronter. Je n'étais plus sûr de pouvoir échapper à cette vérité.